Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Et avant de continuer, les titres. 1378 admis sur 3749 candidats aux examens de brevet de technicien supérieur de l'État. Tels sont les résultats qui ont été rendus publics aujourd'hui. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons de la crise dans le secteur minier de notre pays qui a été au centre d'une conférence qui s'est tenue à Agadez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les résultats globaux du brevet de technicien supérieur d'État session 2015 ont été publiés. Sur 3749 candidats, 1378 ont été déclarés admis. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Office des examens et concours. Compte rendu Assoumane China et Nasser Seydou. Pour les brevets de technicien supérieur de la session 2015, ils étaient 3749 candidats à composer dans 17 filières. Un examen de le directeur général de l'Office national des examens et concours publie les résultats à travers ce point de presse. Cette année, nous avons eu 3749 inscrits. 3461 candidats se sont effectivement présentés. Nous avons eu 1379 admissibles, soit un taux de 39,84%. Voilà donc les résultats globaux au niveau des deux centres, le centre de Maradi et le centre de Niamey. Le directeur général de l'ONEX n'a pas manqué de féliciter tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'organisation de cet examen du BTS d'État. Je voudrais encore une fois réitérer à l'endroit des agents de l'ONEX ici présents toutes mes félicitations. Ce travail que d'aucuns ont qualifié de remarquable est dû à leur compétence, à leur professionnalisme, à leur sens du devoir. Ils ont toutes mes félicitations et à chaque occasion, je reviendrai pour encore une fois les remercier et les féliciter davantage. Je voudrais, avec votre permission, avant de finir, pour ne pas oublier, les présidents de jury. Je tiens à saluer leur sens de compétence et de rigueur qui, associés au dévouement et au professionnalisme des agents de l'ONEX, nous ont permis d'atteindre ces résultats-là. Tout est à leur honneur et je vous remercie. Il a été relevé que l'année 2015 a enregistré plus de candidats au BTS d'État que l'année 2014, ce qui indique que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce diplôme qui ouvre les portes de la vie active. Crise dans le secteur minier, enjeux, défis et conséquences sur l'économie, l'environnement et l'emploi, cas de l'exploitation de l'uranium. C'est le thème d'une conférence débat qui a été organisée à Agadez. Cette conférence a été initiée par le ROTAP en collaboration avec Oxfam. Michel Deji pour le récit. C'est une conférence publique qui a à nouveau permis aux conférenciers de poser sur la table de discussion le problème de la faible rentabilité des industries extractives et les autres problèmes liés à l'exploitation des ressources du sous-sol nigérien en général et celle de l'uranium dans la région d'Agadez de façon particulière. Nous avons, comme on l'a toujours dit, 50 millions de tonnes exposées à l'air libre, à Arlit en tout cas, qui sont là pour 4,3 milliards d'années, en train de polluer le Niger. Vous avez aussi, vous savez, pour exploiter de l'uranium, on a besoin de beaucoup d'eau. C'est des millions de mètres cubes qui sont consommés par jour, par Soumaïr et Cominac. Des millions de mètres cubes, je dis bien. Et il faut ajouter que Soumaïr et Cominac ne payent rien sur ces millions de mètres cubes exploités par jour. Cependant que la population à côté a soif. Il n'y a pas de l'eau dans les écoles, il n'y a pas d'électricité dans les écoles, etc. Donc, cette crise d'aujourd'hui, c'est quoi le problème? On a dit qu'il faut fermer Imou pour sauver Areva. Il faut réduire les travailleurs à Soumaïr pour sauver Areva. Il faut réduire les coûts à Cominac pour sauver Areva. Face à un tel constat, il est grand temps de mener des actions citoyennes pouvant amener Areva à respecter la souveraineté du Niger et la dignité de son peuple,
a conclu le premier conférencier qui a été soutenu par le second qui a lui mené des réflexions critiques sur les stratégies de ce groupe nucléaire français. Areva dit qu'elle a fait une perte de 4 milliards en 2014. Elle a fait une perte de 4 milliards et elle veut avoir 1 milliard en 2015. Pour faire en tout cas ce bénéfice-là, il faut procéder par en tout cas des licenciements, il faut diminuer les charges comme on dit en entreprise. Donc partout là où il y a argent qu'on doit donner, Areva va réduire, en commençant par le personnel bien entendu. Donc voilà un peu la crise que moi il nous a été imposée par Areva, qui veut remonter son chiffre d'affaires pour l'année 2015. 2015, 2016, 2017 pour pouvoir se restructurer à partir de 2018 et venir encore négocier davantage. Voilà ce qui explique fondamentalement la crise dans le secteur minier au Niger. Des communications qui ont suscité d'éminentes réactions du côté des participants. Nous sommes dans un système de monopole qui a été mal instauré. Le contrat qui nous lie avec Areva, qui est le leader dans ce secteur, est un contrat léonin déséquilibré. Tous les Nigériens honnêtes d'aujourd'hui et des générations à venir, ils vont le souligner, c'est un contrat déséquilibré. Ça rapporte à hauteur de 5% dans le budget national. Le deuxième conférencier nous a donné le taux par rapport au PIB. Mais quand Areva avait fêté la 100 millions de tonnes qu'ils ont extraites des sous-sols nigériens, Dieu seul sait le bénéfice qu'ils ont engrangé. Face à cette situation, les efforts du ROTAB et des autres structures de la société civile engagées dans le combat pour la défense des intérêts du peuple nigérien ont été hautement salués par les participants qui ont par ailleurs demandé à ce que l'initiative soit pérennisée. Les chrétiens de la ville de Niamey ont une nouvelle église située au quartier Zak, à l'extrémité des quartiers Bobiel et Sonissi. L'inauguration solennelle de cette nouvelle église qui s'appelle Chapelle des Aigles s'est déroulée ce matin. Retrouvons Michel Deji et Soumaïla Ablaï pour le compte-rendu. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ses merveilles et sa fidélité qui accompagnent son œuvre en ce lieu au nom de Jésus. Amen. C'est un grand jour pour les chrétiens de l'église Vie Abondante du quartier Zak et ses environs. Une joie d'autant plus grande que cette communauté chrétienne a désormais son propre local après que l'ancien lieu de culte en location à Daxalam ait été incendié lors des tristes événements du 17 janvier dernier. Le financement en majorité vient des membres. C'est les membres de l'église locale qui ont financé la construction de ce bâtiment. Et le Seigneur nous a aidés malgré que les ouvriers, certains ont abandonné. Mais Dieu a amené d'autres personnes et on s'est vraiment encouragé, on s'est donné la main les uns les autres pour pouvoir voir l'accomplissement de ce bâtiment que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande joie pour le peuple de Dieu. Et à partir d'ici, va être annoncée la parole de vérité pour guérir, pour donner aux gens une compréhension de vivre et de progresser réellement dans la vie. Nous voulons que le peuple soit conscient que les hommes de foi, ce sont des hommes qui sont engagés pour annoncer un message de paix, de vérité, de justice et de libération. C'est ce que vous avez vu et nous sommes venus les soutenir et nous sommes venus les encourager et nous voulons que davantage, que tous ceux qui ont vu
que Dieu est vivant, qu'il continue de voir de grandes choses. Et nous allons voir de grandes choses encore dans ce Niger. Amen. Avec cette nouvelle église baptisée Chapelle des Aigles, l'église Vie Abondante se fait ainsi plus proche de ses fidèles des quartiers Sonissi, Koubia et Bobiel. La viande est indispensable à l'équilibre alimentaire. Cependant, le constat actuel affiche une hausse du prix du kilogramme sur le marché. Qu'est-ce qui explique cette situation? Nafissa Adamou et Chebou Guissou nous donnent plus de précisions. La viande, cet aliment riche en protéines, étant prisé par la population, devient ces derniers jours rare sur les tables des consommateurs. Une situation qui s'explique par une hausse de prix du kilogramme de la viande sur les différents marchés. Les raisons avancées par les différents bouchers sont entre autres la cherté des animaux, leur rareté et l'augmentation des prix de tickets au niveau de l'abattoir frigorifique. La viande est chère maintenant, parce que maintenant il n'y a pas des animaux. Et avant là, c'est les animaux de Niger là qui avaient engorgé. Mais maintenant c'est pour Mali. Ici, il n'y a pas des animaux. C'est à cause de ça. Tu vas l'acheter un bœuf 600 000, 700 000. Si tu gorges ça, les kilos, ça va faire 2400, 2350. Si tu vas vendre ça comme ça là, dans le marché, tu vas vendre ça en 2500 les kilos, avec os. Effectivement, nous avons augmenté le prix du kilogramme de la viande. Nous vendons le kilo de la viande du bœuf avec os à 2500 francs et sans os à 3500 francs. Le kilo de la viande de mouton à 3500 francs. Le problème en est qu'à l'approche de la fête de Tabaski, les animaux deviennent chers et rares. Et au niveau de l'abattoir, les prix du ticket augmentent également pendant la saison pluvieuse. Face à ce problème, les bouchers lancent cet appel. On appelle aux autorités d'avoir un regard penchant à ce problème. Parce qu'avec la cherté des animaux, nos bénéfices sont minimes. Sans compter le prix du transport, celui du ticket à l'abattoir, la main-d'œuvre. On continue juste de vendre la viande pour maintenir notre clientèle. Selon certains bouchers, cette augmentation du prix de la viande est indépendante de leur volonté, car il faut parfois aller jusqu'à Difa, à plus de 1360 km de Niamey, pour chercher les animaux, ce qui n'est pas du tout facile pour eux. Sur le plan sportif, les matchs entrant dans le cadre de la 3e édition du tournoi de grandes vacances de la rive droite se poursuivent sur le terrain de l'université. Aujourd'hui, l'AS Lyon a écrasé l'AS Kennedy avec un score de 5-0. Une victoire qui réjouit l'entraîneur de l'AS Lyon, Chebou Saleh. Je suis satisfait du résultat du match. Comme vous le savez, un tournoi est toujours compliqué. Nous nous sommes engagés, nous avons joué notre premier match qu'on a perdu. Et heureusement que nous avons gardé les pieds sur terre et que nous avons compris que nous avons du travail à faire. Nous nous sommes remis en cause, nous avons joué notre deuxième match qu'on a remporté et on vient de remporter le 3e match qui est synonyme de qualification pour les demi-finales. Je suis très content de mes joueurs, je suis très content qu'ils aient pu suivre les instructions à la lettre et que finalement cela a été consacré par une victoire sans appel. Je suis très content. En préparation de la conférence environnementale qui se tiendra à Paris à la fin de l'année, Ségolène Royal a achevé une tournée en Afrique australe. La ministre de l'écologie s'est rendue en Namibie, en Zambie, au Botswana et au Ghana. Ségolène Royal explique ici pourquoi elle a choisi ces pays. Mobilise en perspective de la conférence sur le climat, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai voulu venir ici au nom du gouvernement français et du chef de l'État pour écouter ce que les chefs d'État africains avaient à dire
quant à leurs attentes par rapport à la conférence climat, puisque une des raisons des échecs des conférences précédentes, c'était que l'Afrique était restée un peu en retrait, à juste titre d'ailleurs, parce que les pays africains ne sont pas responsables du réchauffement et du dérèglement climatique, mais ils en subissent très directement les conséquences, par exemple avec la progression de la sécheresse, la déforestation, les atteintes portées à la biodiversité, l'impact de la sécheresse sur les communautés villageoises et sur la survie de l'agriculture. Et donc, il est absolument urgent de répondre à leurs attentes en ce qui concerne les transferts de technologies, notamment la montée en puissance sur l'énergie solaire et les financements internationaux qui ont été promis de longue date et qui maintenant se mettent en place. Dans l'affaire Air Cocaïne, la justice dominicaine a rendu son verdict. 4 Français ont été condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Mais ils vont faire appel. Le point avec Julie Jargot. Dans la salle d'audience, les 4 Français clament leur innocence, mais rien n'y fait. La peine de 20 ans de prison est prononcée, la plus lourde sanction, mais conforme aux réquisitions du procureur. Pour l'épouse de Pascal Fauré, l'annonce du verdict a été un choc. Ils ont eu 3 minutes la parole hier pour se défendre. C'est une parodie de justice qui se passe en République dominicaine, c'est un pur scandale. Et même si on fait un recours, si on n'a pas l'appui du gouvernement français, je doute qu'on puisse faire confiance à ce qui va suivre derrière. L'affaire remonte à mars 2013. 2 pilotes français, un membre d'équipage et un passager avaient été interceptés sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana. À bord de leur Falcon, 26 valises contenant près de 700 kilos de cocaïne. Les avocats des 4 accusés avaient demandé l'acquittement, affirmant que rien ne prouvait qu'ils savaient que de la drogue se trouvait à bord. L'audience devant le tribunal de Saint-Domingue avait permis de mettre en évidence que l'ensemble des charges opposées à Nicolas Pisapia étaient parfaitement mensongères, qu'elles révélaient un montage porté contre lui. Nous avons mis en évidence les faux témoins, nous avons mis en évidence les preuves inventées, nous avons mis en évidence les irrégularités de la procédure. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay rappelle que cette condamnation n'est toutefois pas définitive. La défense des 4 Français a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel du jugement. La pression continue sur le gouvernement irakien. Nouvelle manifestation contre la corruption dans plusieurs villes du pays. Le Parlement a pourtant adopté un plan de lutte contre ce phénomène qui gangrène la vie des Irakiens. Si l'ambiance est plus festive que lors des manifestations de ces dernières semaines, ils sont toujours aussi nombreux et déterminés. 4 jours après l'adoption à l'unanimité par le Parlement d'une série de réformes anticorruption, les Irakiens exigent maintenant qu'elles soient appliquées. Je pense que nous avons atteint un point critique et il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut mettre en œuvre les réformes. À côté des portraits du Premier ministre et des messages de soutien, de nombreux politiciens, eux, sont conspués. L'ambitieux plan de réforme d'Haïder al-Abadi prévoit notamment la suppression de 6 postes importants, mais les manifestants exigent que le nettoyage soit total et qu'il n'épargne personne. Ils sont tous corrompus, les nouveaux comme les anciens. Tout le gouvernement et les ministères sont corrompus. La pression étant maintenue, le Premier ministre a appelé le pouvoir judiciaire à prendre des mesures drastiques pour garantir son indépendance et permettre la mise en œuvre de ces réformes. Un appel lancé quelques heures après celui de la plus haute autorité religieuse chiite du pays. La condition préalable à la mise en place de ces mesures est liée à la réforme du système judiciaire. Même s'il n'a pas été épargné par la corruption, il existe un nombre non négligeable de juges honnêtes, dont les mains n'ont pas été salies et qui n'hésiteront pas à rendre justice. Des milliers d'autres Irakiens sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays, comme ici à Karbala ou à Bassora. La protestation populaire contre la corruption généralisée de la classe politique et un service public quasi inexistant dure depuis plusieurs semaines. Les coupures d'électricité et d'eau, alors que le thermomètre peut dépasser les 50 degrés Celsius, ont fini d'exaspérer la population. Mais le Premier ministre a prévenu, face à un système aussi gangréné, l'application de ces réformes s'annonce particulièrement difficile. Les corrompus ne resteront pas les bras croisés, a-t-il dit.
Un changement de direction du vent a ravivé l'angoisse des habitants de Tianjin en Chine. Les autorités qui craignent la dispersion de particules toxiques ont ordonné l'évacuation d'habitants dans une zone proche du site de l'explosion. Récit Florent Rodeau. Du cyanure de sodium, voilà ce qui inquiète au plus haut point les autorités. 3 jours après les 2 explosions qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, les enquêteurs viennent d'établir la présence de ce produit chimique à proximité du site de la catastrophe. Dangereux, voire mortel s'il est ingéré ou inhalé, il a forcé les autorités à faire évacuer une école de la ville où certains habitants étaient réfugiés depuis mercredi. Lorsque je suis arrivé sur la 9e avenue, j'ai dû descendre de ma voiture car ils avaient bloqué toute la route. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit que c'était dangereux et que je ne pouvais pas passer. Je ne sais plus ce que je ressens. Ma maison est détruite. Je me demande juste comment je vais faire pour vivre. Comment je vais régler tous mes problèmes. Inquiète, la population a été priée de porter pantalons, manches longues et masques respiratoires pour éviter toute contamination. Ce samedi, au moins 7 explosions ont été entendues sur le site de stockage, faisant craindre une nouvelle dispersion de produits toxiques. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.